Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle aventure. Vous vous trouvez actuellement dans une vidéo qui vient en complément de celle que j'avais sortie sur les côtes caribéennes de Colombie et où je vous avais dit que je voulais prendre un peu plus de temps pour vous raconter une expédition de 4 jours que j'ai fait pour me rendre à la Ciudad Perdida. Alors bien sûr, vous n'avez pas besoin d'avoir vu la première avant de visionner celle-ci, mais je vous conseille vivement de le faire une fois que c'est terminé. Aller à la Ciudad Perdida demande de faire un trek de 4 jours. Et vous allez voir que si j'ai décidé de prendre une vidéo entière pour parler de ça, c'est parce que l'environnement dans lequel on évolue et les populations autochtones qu'on y rencontre sont particulièrement incroyables. Du coup, ne perdons pas plus de temps et c'est parti pour ce nouveau récit au cœur du parc Tayrona à la découverte de la cité perdue. Tout d'abord, un peu de contexte. Le parc de la Sierra Nevada, dans le nord du pays, se trouve sous la juridiction de la ville de Santa Marta, l'un des endroits les plus touristiques de Colombie. Si la plupart des voyageurs se contentent d'aller profiter des magnifiques plages du parc, ils sont beaucoup moins nombreux à aller s'aventurer à l'intérieur des terres pour aller explorer ces montagnes aux sommets enneigés. C'est l'une des plus hautes chaînes de montagnes côtières au monde et ses points culminants se trouvent à environ 5700 mètres d'altitude. Et s'il y a peu de monde qui s'aventure jusque dans les montagnes, c'est principalement dû au fait que les terres appartiennent au peuple autochtone Tayronas et qu'ils en interdisent généralement l'accès aux touristes. Seuls quelques sites, dont la Ciudad Perdida, sont agréés pour recevoir des tours organisés par les agences touristiques de Santa Marta ou d'autres villes alentours. C'est donc ce que j'ai décidé de faire et vous allez voir que le chemin n'a pas été de tout repos. Au matin du premier jour, j'ai donc rendez-vous dans l'agence de Santa Marta où j'ai réservé mon tour pour rencontrer mes guides et les autres touristes qui feront partie du groupe. Au total, nous serons 10 Européens et nos 2 guides colombiennes. Après avoir fait connaissance, nous montons à bord de 2 grosses jeeps qui nous emmènent au début du sentier. Là, nous prenons notre premier repas tous ensemble et nos guides nous expliquent que le reste de la nourriture a déjà été envoyé dans les autres refuges où nous passerons la nuit à dos de mule. Elle nous parle également de l'itinéraire que nous allons prendre et des principales difficultés liées à la topographie du chemin. C'est avec un petit sourire en coin qu'elle m'apprenne une nouvelle expression, les plats colombiens, qui consiste à une succession de montées et de descentes assez courtes. Beaucoup plus épuisant que ça en a l'air, je vous le garantis. En début d'après-midi, tout le monde finit de s'équiper et c'est parti pour 3h30 de marche dans la bonne humeur à travers la jungle verdoyante. Mais très vite, les plats colombiens et l'humidité ambiante commencent à faire leurs effets et les premiers signes de fatigue commencent à se faire sentir chez les personnes les moins entraînées du groupe. On prend donc le temps de faire plusieurs pauses, ce qui est une très bonne occasion pour admirer les magnifiques vallées qui nous entourent. La zone dans laquelle nous nous trouvons est encore habitée et travaillée par des fermiers colombiens qui ne sont pas des descendants directs des peuples Tayrona. Si aujourd'hui on peut apercevoir des champs de maïs ou de pommes de terre, il faut savoir que dans les années 80 et 90, le parc Tayrona était l'un des principaux lieux en Colombie de culture de la feuille de coca. C'est cette plante qui était ensuite vendue aux narcotrafiquants pour la transformer en cocaïne. À cause de ça, cette région a pendant de nombreuses années été considérée comme extrêmement dangereuse et était le terrain d'affrontements assez violents entre le gouvernement, les groupes paramilitaires et les narcos. Les premières victimes étaient bien évidemment les populations civiles, mais l'attrait financier qu'a commencé à offrir le tourisme a grandement contribué à pacifier la zone. Et franchement, quelle chance de pouvoir aujourd'hui découvrir cette biodiversité unique en toute sécurité. Dans le parc Los Nevados, on peut passer de l'océan au glacier avec un petit crochet par la jungle, les plaines montagneuses et des régions complètement marécageuses. C'est en prenant conscience des richesses des terres qu'il nous reste encore à découvrir que l'on arrive à notre premier campement, un grand gîte très sommaire mais plutôt confortable. Après un bon repas, il est déjà l'heure d'aller se coucher en rêvant déjà à la marche du lendemain.
La deuxième journée du trek marque officiellement notre entrée sur les terres des Kogi. Et le peuple Kogi, c'est en fait la principale ethnie qui descend directement des Tairona, la civilisation qui vivait là avant l'arrivée des Espagnols. Ils sont facilement reconnaissables car ils s'habillent toujours avec de longs vêtements blancs, symbole de pureté de la nature. Dû à leur histoire sanglante, d'abord avec les conquistadors, puis avec toutes les personnes qui voulaient s'accaparer leurs terres, les Kogi sont assez fermés à tout ce qui vient de l'extérieur de leurs terres. Cela fait seulement quelques années qu'ils acceptent que des touristes empruntent leur route pour se rendre jusqu'à la Ciudad Perdida, mais ils ont par exemple horreur qu'on les prenne en photo et n'ont pas vraiment cherché le contact avec nous quand on les croisait. Après, ils ne sont pas complètement fermés non plus, il arrive d'en croiser dans des villes comme Palomino par exemple, mais c'est vrai qu'ils rejettent tout ce qui pourrait dénaturer leur culture et leur tradition. Pour en apprendre plus sur les Kogi, il est prévu d'en rencontrer un sur le chemin qui accepte de partager quelques éléments de son mode de vie avec les touristes. Il commence par nous montrer comment se passe la fabrication des sacoches traditionnelles que tous les gens de son peuple portent en bandoulière et qui leur servent à transporter des objets précieux et sacrés connus seulement de leurs propriétaires. Il nous explique aussi la fabrication du poporo. Pour faire simple, le poporo c'est une gourde faite dans la coque d'un fruit que tous les hommes Kogi reçoivent à leur majorité à 19 ans. Il devra ensuite la remplir avec une poudre de coquillage concassé très finement et finalement mâcher cette poudre avec des feuilles de coca aussi souvent qu'il le peut tout au long de sa vie. Ce mélange formera une pâte qui sera ensuite récupérée à l'aide d'un bâton et enduit sur le poporo pour former une croûte. Et comme les Kogi effectuent ce rituel tout au long de leur vie, l'épaisseur de la croûte montre la maturité du propriétaire du poporo. En fait, ce genre de rite permet aux Kogi de se rapprocher de celle qu'ils appellent la mère nature, et d'ailleurs, à peu près tout ce qu'ils font va dans ce sens. J'avais même l'impression que c'était très important pour notre interlocuteur de nous transmettre un message de nous aussi faire attention à la nature parce qu'il peut observer des changements majeurs dans son environnement, les glaciers qui fondent, les rivières qui se tarissent et les cultures qui ont de plus en plus de peine à pousser. C'est donc avec des réflexions plein la tête que l'on prend congé de notre hôte Kogi et que l'on se remet sur notre route en direction du campement numéro 2 et cette fois-ci c'est une jungle quasiment intouchée par l'homme qui nous entoure. L'arrivée se fait en fin d'après-midi et c'est avec une bonne baignade que se termine cette deuxième journée. C'est enfin le grand jour. Le jour où l'on va découvrir la raison de notre venue sur les terres des Kogi, la Ciudad Perdida. Il nous faut une petite heure de marche et une rivière à traverser pour arriver au pied des 1200 marches qui devront nous mener à cette ville oubliée. La montée est longue et pénible, mais je sais que je suis sur le point d'être le témoin d'un spectacle que peu de gens prennent le temps de venir admirer. Et c'est une fois arrivé au sommet de cet escalier abrupt que l'on aperçoit enfin les premiers signes d'une vie humaine. Je découvre avec émerveillement une série de terrasses circulaires qui marquent l'emplacement des anciennes habitations. À son apogée, la ville devait compter, selon les archéologues, entre 2000 et 8000 habitants. Ils y ont vécu pendant plus de 700 ans, jusque dans les années 1500 et l'arrivée des colons espagnols. Les Tairona qui vivaient dans la Ciudad Perdida vivaient principalement de l'agriculture et du commerce avec d'autres communautés qui vivaient proches de l'océan. Ils étaient réputés pour fabriquer énormément d'objets et de bijoux en or, et c'est probablement l'une des raisons qui a causé leur perte. Lors de leur fuite, les habitants avaient pour tradition d'enterrer tous leurs trésors au centre de leur maison, ainsi qu'une graine d'arbre pour que la forêt reprenne ses droits et que la ville disparaisse sous la végétation. Par contre, je vous le dis tout de suite, il n'y a aucune chance de tomber par hasard sur une statuette en or qui a été comme ça oubliée, parce que les pilleurs de tombes ont tout emporté dès la découverte du site en 1972. La Ciudad Perdida est répartie sur deux niveaux bien distincts. Le premier, où vivait la population et où l'on trouve principalement les ruines des maisons, et le deuxième, plus haut, où vivaient les castes hautes de la société et où l'on construisait les bâtiments officiels.
Sur le chemin entre les deux niveaux, vous pourrez admirer des grandes stèles de pierre sur lesquelles les Tairona sculptaient des lignes qui étaient en fait des cartes topographiques de la région. Une fois arrivé sur la partie supérieure, la vue est à couper le souffle et c'est à cet endroit que je me rends enfin compte de la dimension secrète de ces ruines et de la chance que j'ai d'être là. Après avoir passé quelques heures dans la Ciudad Perdida, notre petit groupe reprend la route en direction du dernier campement pour enfin rentrer à Santa Marta le 4e jour. Et c'est comme ça que se termine le récit de mon expédition à la cité perdue. En fait, je pourrais assez facilement comparer mon expérience avec celle que j'avais eue pour aller au Machu Picchu, au Pérou. Les 4 jours de trek peuvent être assez éprouvants, mais pour moi, ça donne comme ça un sentiment de vraiment mériter la visite, et en plus, ça rend le lieu assez exclusif. Et même si la Ciudad Perdida a été construite bien avant le Machu Picchu, les deux ont un peu cette atmosphère d'être complètement cachés du reste du monde, alors que des milliers de personnes avaient l'habitude d'y vivre. En tout cas, j'espère que l'aventure vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à me laisser un petit message dans les commentaires pour me partager vos expériences. Il y a encore plusieurs vidéos qui arrivent sur la Colombie, donc surtout ne les loupez pas et allez voir les anciennes aussi si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine aventure. Ciao!